nouvelle émission de Décodeur. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et dans Stylé, vous entendrez une personnalité qui n'est pas forcément du monde de la déco, contrairement à tous mes invités jusqu'à maintenant, mais qui a du style. Quelqu'un qui nous inspire, qui nous influence et ensemble, on va entrer chez elle de manière fictive et déambuler pièce par pièce pour en savoir plus sur ses goûts et son univers. Une immersion dans un intérieur au sens propre comme au figuré. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains et même les précédents puisqu'il y a plus d'une centaine d'épisodes en ligne, que ce soit sur les tendances déco, les actus, les conseils pratiques et bien sûr avec plein d'invités passionnants. Vous pouvez aussi suivre les aventures de Décodeur sur Instagram. D'ailleurs, quand vous partagez l'épisode en story ou que vous m'écrivez des messages, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format. Ma première invitée est Alice Roca, connue aussi sous le nom de Alice in Food. Food parce qu'Alice est styliste à la base, mais après plusieurs années dans la mode et une vraie passion pour l'art de vivre, elle a décidé de quitter Paris pour s'installer dans la campagne normande où elle a imaginé le métier de ses rêves, directrice artistique en art de vivre. Sur son blog, dans sa newsletter et sur Instagram où elle est très suivie, elle partage avec nous ses recettes, ses inspirations, son lifestyle, ses engagements. Elle est hyper inspirante. Les tables qu'elle dresse sont toutes plus jolies les unes que les autres. Il y a toujours beaucoup de fleurs. Son univers est gourmand, chaleureux, nature, bohème. Bref, beau et simple à la fois. Pas de chichi avec Alice, qui partage d'ailleurs ses secrets dans 2 livres, À ma table et Réunir, sortis il n'y a pas très longtemps. Bonjour Alice. Bonjour Hortense. Ça te va cette petite présentation? C'est intimidant cette présentation. Non mais c'est correct. Ah ouais, c'est bien. C'est bien toi. En tout cas, ça me plaît. Ah bon, tant mieux. Alors juste un petit aparté avant de commencer, on enregistre à la Chapelle 14. Je remercie beaucoup Éléonore Levet, qui est la cofondatrice, de m'avoir proposé ce lieu un peu en dernière minute en plus. À cause de moi? Non, bon. Pas du tout, mais c'est l'organisation. On est dans le 18e boulevard de la Chapelle et Chapelle 14, puisqu'on est au numéro 14, propose ici un lieu chaleureux d'art et de rencontres. C'est une galerie d'art. Il y a une grande salle d'exposition où sont représentés des artistes contemporains, des designers, mais aussi des objets plus abordables. Et juste à côté, il y a un disquaire pour les fans de musique et un café. L'idée, c'est que tout soit ouvert à tous et de tout horizon différent, avec différentes programmations d'expos et d'événements culturels ou musicaux. Tu connaissais, Alice, cet endroit? Je ne connaissais pas et je suis ravie de découvrir. Vraiment, le lieu est magnifique, inspirant. J'ai hyper envie d'aller dans les bacs du disquaire. Ah ouais, c'est canon, puis c'est très riche. Il y en a plein des disques. Tu vas y passer du temps. Alors, je vais t'emmener dans ta maison ou dans une maison. On va pas fermer les yeux, mais on va imaginer qu'on est devant chez toi. Chez toi, c'est quoi? C'est une maison, un appart, un chalet? C'est une maison qui est située à la campagne, dans un petit hameau. La première impression quand on arrive, c'est qu'on traverse une partie du jardin. Donc on n'accède pas de la route, on voit pas la maison. Et on prend un petit chemin pour arriver à cette maison qui est constituée en 3 corps de bâtiment. Voilà. Ouais. Et qui était une maison de famille, je crois. Comment vous l'avez Oui, c'était la maison de mes beaux-parents. C'est ma belle-mère qui l'a mise en vente. Nous, on y venait avec ma femme en week-end. C'était aussi la maison dans laquelle a grandi ma femme. Et puis, elle l'a mise en vente, notamment au moment de la perte de son mari. Voilà. Ça s'est fait assez naturellement de pas rester dans cette maison toute seule, de cette grande maison. Et comment tu te l'es appropriée? Qu'est-ce que vous avez fait, des travaux? Oui. Vous avez fait Qu'est-ce que vous avez? On a fait des travaux, pas énormément. Pas tout ce que j'aurais aimé faire. Je dis souvent, c'est drôle cette maison parce que c'est un choix et un non-choix, puisque elle était dans ma belle famille, on l'a achetée, mais du coup il y a tout un héritage, et qui sont pas forcément des choses que moi j'aurais faites si j'avais eu ma maison. Donc on a bricolé des choses, on a fait quelques travaux de fond, notamment sur le salon qu'on a rénové un peu de fond en comble, vraiment du sol, tu vois, au plafond, aux fenêtres, etc. On a fait un peu d'isolation, beaucoup de peinture par nous-mêmes, des parquets où il y avait des moquettes, par exemple, voilà. Et quelle est ta pièce préférée?
On va les balayer toutes une à une, mais est-ce que tu as un coin préféré dans ta maison ? Alors j'aime vraiment beaucoup, enfin je l'aime pour différents, voilà, j'aime plein de coins, mais je crois que le coin essentiel, central, c'est la cuisine, qui est cette pièce à vivre, comme on dit, et qui est assez haute sous plafond. Donc il y a une grande respiration, et en gros je cuisine là et on mange là. Voilà, c'est cuisine salle à manger. Ouais. Donc plutôt cuisine ouverte ou fermée ? Ouverte, clairement ouverte, parce que je suis trop en cuisine pour qu'elle soit fermée, ça m'isolerait trop, je pense, des autres, des personnes qui mangent. Et c'est quoi une cuisine idéale pour toi ? Elle ressemble à quoi, ta cuisine, vraiment ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans une cuisine pour qu'elle soit belle et pratique ? La mienne, en l'occurrence, tu vois, elle est pas méga pratique, parce que je l'ai rénovée il y a quelques années, et que j'ai suivi le plan de base et l'espace de base, j'ai pas tout cassé. Mais maintenant, je sais que ce qui me manque, un des défauts de ma cuisine actuelle, c'est que mon magasinière, enfin si tu veux comment on appelle ça, le piano de cuisine, il est situé sur le mur aveugle, qu'il n'y a pas de lumière. Et ça, ce serait la première chose que je ferais, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on dit un îlot central, ou tu vois, en fait, d'être, en tout cas, de cuisiner avec la lumière qui vient. Et c'est un peu le défaut, c'est typiquement les maisons normandes, si tu veux, qui ont tout un côté complètement aveugle. Voilà, c'est la lumière, en fait. Je trouve que c'est très important. La lumière naturelle. Et alors, t'es plutôt rangement fermé ou, tu sais, exposition ? Les deux. Parce que je trouve qu'il y a un côté hyper important du pratique, du tiroir qui glisse, tu vois, et où vraiment t'accèdes à tout. Ça fait partie des choses que j'ai refaites. Mais par ailleurs, j'aime avoir accès visuellement à mes légumineuses, mes céréales, mes tasses. J'aime aussi beaucoup le côté vivant des étagères ouvertes. Donc voilà, en bas, sous le plan de travail, c'est fermé, c'est des tiroirs, et au-dessus, c'est ouvert. Est-ce que t'as, je pense que tu vas me dire oui, des bocaux, c'est ça, qui sont alignés, évidemment. Alors, comment on nettoie les bocaux ? Il y a de la poussière tout le temps, non ? En fait, le principe des étagères ouvertes, et encore plus dans une maison de campagne, c'est qu'il y a de la poussière tout le temps. Mais toi, tu vas me dire, comme tu les utilises beaucoup, il n'y a pas forcément de poussière. Si, il y en a, et tout d'un coup, je vais avoir une espèce de fulgurance. Là, il va falloir que, donc je nettoie comme ça. Tout d'un coup, ça me prend, et hop, je passe 1 heure et je nettoie tous les étages. C'est un peu fastidieux. Dans ta cuisine, on va dire qu'il y a une enceinte. Est-ce que tu écoutes de la musique, des podcasts ? Est-ce que tu es concentrée pour cuisiner ? Oui. Ou tu es concentrée pour cuisiner ? Mais tu écoutes de la musique. Le podcast peut avoir un côté, rentrer dans un état de concentration. Donc moi, ce que j'aime, c'est donc j'écoute de la musique, mais principalement des podcasts. En tout cas, quand je suis seule en cuisine. Et là, je suis dans mon monde, dans mon univers, et je peux pas avoir d'interaction avec les autres personnes. Donc c'est des moments où je suis très avec moi-même. Et ce qui est souvent le cas, si c'est ton travail, t'es souvent en cuisine seule la journée. Sauf qu'aujourd'hui, ma cuisine reste la cuisine familiale. Donc je rêve de pouvoir l'exporter et avoir un labo. Donc ça n'est pas toujours le cas, et pour ça, je cuisine le soir quand tout le monde est couché. Ah ouais ? Oui, beaucoup. J'appelle ça ma cuisine de nuit. Donc tu cuisines en avance ou c'est pour parce que je prépare pour des projets, pour préparer en avance. Il y a plein de raisons qui font que je suis dans ma cuisine en soirée. La nuit. Et t'aimes bien, c'est ton moment à toi. J'adore, parce que je suis vraiment seule. Et d'ailleurs, je préfère, ça fait partie de ces moments avec moi-même, ouais. Pour toi. Dans tes placards, il y a quel type de vaisselle ? Qu'est-ce que t'aimes bien ? Alors, j'ai beaucoup de vaisselle chinée, mais de plus en plus, au fur et à mesure, au fil des années, j'aime les vaisselles faites à la main par des artisans et artisanes. Et donc, je pense à mon amie Marion Gros, dont j'ai quand même une belle collection de vaisselle. Je pense à Hélène Maury aussi, qui fait des céramiques, de l'utilitaire aussi très beau. Et au fur et à mesure, je me rends compte, parce que tu vois, quand je fais mes ateliers à la maison et je sors mes petites tasses, je n'ai plus aujourd'hui une tasse industrielle. C'est-à-dire que toutes les tasses que j'ai viennent de potiers, en fait, c'est passé par la main de l'homme. Et moi, c'est une sensibilité qui me touche. Et donc, chaque tasse a un peu son histoire. En effet, ce sont des produits qui ont un coût. C'est pas le même prix d'acheter une tasse chez une céramiste ou un céramiste que chez Monop. Mais il y a une âme
Et moi, je la ressens, j'y suis très sensible. Alors, on passe à table. Tu mets une nappe, des sets, rien du tout. Alors, ça change tout le temps. Dans le quotidien, j'aime bien mettre des sets de table que j'ai, qui sont en paille, tu vois, à carreaux, qu'on trouve, je sais, trouver chez Caravane ou Conran Shop. J'aime bien, mais parfois on met rien. Et après, y a les tables plus, tu vois, avec les invités du week-end ou quand je reçois. Et là, ça peut aller très loin dans le. Eh ben, alors, allons plus loin. On a dû te poser la question 50 fois. Comment tu dresses une jolie table ? Tes tables, elles sont toujours ravissantes. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a des fleurs, c'est l'histoire de mettre des bougies ou quels sont tes secrets ? Secret, je sais pas. En tout cas, c'est plutôt, pour moi, c'est de penser les choses ensemble. C'est-à-dire que c'est, par exemple, ça peut être les fleurs du moment, le mimosa, qui va me donner envie d'associer telle couleur de nappe, telle couleur d'assiette et de serviette. Donc c'est comme si souvent j'ai un point de départ, une envie, donc ça peut partir des fleurs, mais ça peut partir aussi d'une vaisselle. Tu vois, il y a plein d'inspirations, et de là, je crée une ambiance et souvent une harmonie. Enfin, je pense une harmonie autour de ça. Mais c'est pas prise de tête, hein, tu vois, ça se fait très naturellement. Je me dis je ressors ces assiettes qui sont jaunes, ça me fait penser. Enfin voilà, c'est comme ça que je fais mes tables. C'est ton voilà qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait une jolie table ? Tu vois, quelqu'un qui saurait pas faire, qui a quand même envie de faire joli, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit joli ? Moi, je dirais que c'est penser à l'harmonie et à ce que ce soit qu'il y ait un certain équilibre, et que parfois c'est un tout petit détail, tu vois, c'est vraiment nouer une serviette sur l'assiette, faire un petit nœud tout simple. Tout d'un coup, ça donne un charme à la table que si tu avais posé. Je dirais que dans la gestuelle presque, dans la façon de disposer les éléments, il y a peut-être une délicatesse et que les choses sont posées avec soin. Donc peut-être que c'est cette notion de soin et en fait d'accueillir et de se dire qu'est-ce qui va faire plaisir au regard, tu vois, et qui va accueillir les personnes qui vont venir. Et plan de table ou pas plan de table quand on est avec des amis ? Non. Je le fais très très rarement. Non, parce que c'est quand même détendu, tu vois, c'est quand même pas après pour des événements où j'adore, mais je pense que mes amis ils me prendraient un peu pour une toc-toc si je faisais des petites étiquettes avec leur nom. Je crois que là ce serait un peu trop. Déjà que parfois ils trouvent que c'est beaucoup. Ils trouvent que c'est beaucoup ? Ils me le disent pas, mais non, ils trouvent ça beau et tout, mais je sais que bon, ça dépend de la sensibilité des amis aussi, tu vois. Donc, mais je pense que je peux paraître parfois un peu, c'est un peu beaucoup, mais c'est mon plaisir. Ouais, c'est mon métier, c'est mon plaisir, et c'est ma façon aussi de les accueillir. C'est important pour moi. Pourquoi ça te plaît tant, justement, d'être à table de ton dernier livre s'appelle Réunir ? Oui. Qu'est-ce qui se passe en toi ? Je crois que il y a vraiment quelque chose dans le fait de nourrir les autres, d'accueillir, qui est pour moi c'est le sel de ma vie, tu vois, c'est vraiment les battements du cœur, comme la cuisine, c'est vraiment ce que je ressens, tu vois. Pour moi, c'est comme le cœur de la maison, tu vois, et au sens propre et au sens figuré. Et donc réunir des amis, la famille à table et les nourrir avec de bonnes et belles choses et plats, je trouve que voilà, ça met tout le monde en joie. Enfin, a priori, tu vois, c'est plutôt, c'est vraiment ça. Donc c'est faire plaisir aux autres ? Oui, je dis que c'est donner. Il y a vraiment cette notion de générosité que j'adore. Voilà, j'adore nourrir, j'adore donner. Et je disais encore récemment, j'avais cette discussion. Et évidemment que je fais ça aussi pour être aimé. Il faut être honnête avec soi-même. C'est une façon d'aimer et d'être aimé, clairement. Ouais. Tu donnes, donc tu vas recevoir. Oui, c'est pas que j'attends, mais je me rends compte que oui, que je reçois comme ça, qu'en fait c'est beaucoup plus facile peut-être de recevoir un compliment en disant une personne qui te dit que c'est trop bon ce que tu as fait à manger, peut-être que de s'entendre dire t'es talentueuse ou t'es douée, ou tu vois, que ça passe par la nourriture, il y a quelque chose qui est plus facilement recevable, en tout cas j'ai l'impression. À ta table, tu as le droit à 6 invités, 6 personnalités.
Oh qui là sont là. pas tes amis, qui sont pas des amis, qui sont des personnes que tu aimes, que tu admires, qui peuvent être célèbres ou moins célèbres, morts ou pas morts, du Moyen-Âge ou Oh là 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 là. contemporains. Il en faudrait beaucoup plus que 6 déjà. Ouais. Je précise que je n'ai eu aucune question de ce podcast avant de venir. Mais ça, j'adore ça, me jeter dans le vide. Alors là, qui me vient ? Parce que ce matin, j'ai laissé aux enfants, quand je pars comme ça, là 2 jours, j'ai laissé aux enfants un livre d'Annie Albers, qui était la femme de Joseph Albers, c'est une artiste que j'aime beaucoup, qui faisait beaucoup de tissage. Donc allez, Annie Albers, à ma table. Je vais pas prendre que des personnes mortes, mais non, des artistes en fait, tu vois. Je mettrais Louise Bourgeois, mince, elle est morte. Je mettrais peut-être la famille, tu vois, peut-être Charlotte Gainsbourg, Lou Doyon. Les 2, allez, autant prendre les 2 sœurs. Qui est-ce qui me viendrait là, une écrivaine dont j'ai beaucoup aimé le dernier livre que j'adore, qui s'appelle Marion Fayolle. J'adorerais l'avoir à ma table. J'adorerais cuisiner pour Camille Etienne, tu vois. Cette activiste, écologiste et qui a vraiment, qui est toute jeune, qui fait un travail magnifique d'activiste et aussi très didactique, tu vois, sur son compte. Et j'avais vu une story d'elle où elle rentre le soir, elle a qu'une endive dans son frigo. Voilà. J'aimerais les gens qui se donnent autant comme ça, corps et âme, à une cause. Voilà. Tu vois, les personnes auxquelles je pense. Génial. Spontanément, c'est difficile. Hein. Oui, voilà. Ce soir, tu vas te dire, j'aurais adoré. Je vais penser à plein de un chanteur gens. Ou je sais pas qui. Non, il y en a plein. En fait, il y en a plein. Il y a plein de personnes que j'admire et que j'ai envie, voilà. Alors, on va aller au salon. Au salon, il y a un bouquet de fleurs. Et je crois que les fleurs, toi, c'est un peu ta passion, les plantes. Oui. Tu as un lien fort avec la nature. Oui. Alors, les fleurs, moi j'ai grandi à Toulouse dans une maison avec un jardin. Et ma mère cultivait des fleurs, pas du tout le potager, mais par contre, elle avait beaucoup de rosiers, notamment des pivoines. Il y avait toujours un bouquet de fleurs à la maison. C'était, voilà. Et donc ça, je peux pas. J'ai vraiment regardé ce goût-là. Avant d'avoir un jardin, je n'avais absolument pas la main verte. Et en arrivant à la campagne, j'ai eu envie, je suppose. Donc, question d'énergie qui change dans le corps. Et donc, je me suis mise à avoir la main verte. Ça s'apprend à avoir la main verte. Je sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment une énergie. Parce que vraiment, j'étais une catastrophe, notamment avec les plantes d'intérieur. Et aujourd'hui, je croule sous les plantes d'intérieur et je travaille aussi les fleurs au jardin. Et ça, c'est vraiment un grand, grand bonheur de cueillir ses propres fleurs, quoi. Voilà. Tu te sens relié à la nature ? Oui. Tu sens quelque chose de fort ? Oui, très fort. Très fort, de plus en plus fort, et qui est devenu très clair en habitant au contact de la nature, en tout cas, clairement. Donc en étant en ville, on passe un peu à côté de quelque chose, tu trouves ? Alors, je pense que c'est possible d'y accéder, mais qu'il faut avoir cette démarche. Et que même en ville, c'est possible. Je pense à la connexion à la Lune, par exemple, tu vois, la sensibilité qu'on peut avoir au cycle de la Lune. Je pense que, tu vois, il y a plein de citadins qui le ressentent. J'ai l'impression que c'est plus puissant à la campagne, mais c'est quelque chose qu'on peut développer, vraiment. Alors, pour en revenir aux fleurs, il y a beaucoup de fleurs dans tes plats aussi. Oui. Les fleurs se mangent. Ah bah oui. Mais quelles fleurs se mangent ? Beaucoup. Alors, il faut faire attention, il faut le savoir, il faut être au courant. Jamais on ne mange une fleur ou une plante si on n'est pas sûr de soi. Ceci dit, maintenant, il y a de plus en plus de cultures de fleurs comestibles. Et la palette est très très grande. Et il y a des fleurs comestibles qui poussent très facilement au jardin, tu vois. Donc voilà. Ce sont des fleurs de ton jardin que tu mets dans Oui, si je mets des fleurs en cuisine, c'est qu'elles sont de mon jardin. Et d'ailleurs, il y a une précaution à avoir quand on est, si on veut utiliser des fleurs comestibles, qu'on trouve de plus en plus aujourd'hui en ville, chez les maraîchers. C'est des fleurs qui sont cultivées à cette escient. C'est pas, tu coupes pas de ton bouquet du fleuriste parce que tu ne sais pas où elles ont été cultivées, comment elles ont été pesticidées, etc. Ok, on est sur ton canapé. T'as quoi comme genre de canapé ? C'est la cata du canapé. Ah mince. Je fais partie de. T'as pas de canapé dans ton salon ? Si, mais alors c'est un canapé Ikea qui a 15 ans, tu vois, et c'est un rêve de changer de canapé et que je recouvre d'Aïk, tu vois, de tissu ancien marocain.
Donc pour l'instant, c'est ça. Ça n'est pas très confortable. Et voilà, ça fait vraiment partie des pièces maîtresses que j'aimerais acquérir. Peut-être dans quelques années, je vais y arriver. J'ai bon espoir. Est-ce que tu t'es déjà allongée sur le canapé d'un psy ? Est-ce que ça te parle tout ça ? Ah ben oui, alors moi chez ma psy, je m'allongeais pas sur son divan. Mais t'as déjà été chez une psy, oui. C'est quelque chose qui fait partie de toi, de ta façon de vivre. Oui, pour moi la psychanalyse a été une étape très importante dans ma vie personnelle, essentielle, qui m'a permis, je pense, de franchir des caps de vie. Ton salon, tu nous as dit, à quoi il ressemble en fait ? Il y a des fauteuils du coup, s'il y a cette banquette. Alors non, en fait, si tu veux, c'est comme des éléments de canapé, mais qui sont assez raides, tu vois, un peu durs, ils sont recouverts. C'est pas le côté confort. En revanche, voilà, avec les tissus, ça fait quelque chose d'assez, c'est simple, c'est sobre. Ce qui, je pense, donne une couleur et une note, c'est quand même que j'ai peint un mur en bleu, un peu un bleu glacier. Donc ça donne quand même un esprit. Je crois, au salon. Il y a une cheminée, il y a un beau parquet assez clair avec des lattes assez larges, et il y a des instruments de musique. Voilà, donc c'est un peu salon de musique. Toi, tu joues de la musique ? Non, mais les enfants, oui, ils aiment jouer de la musique. Alors, tu as un mur bleu, c'est quoi ta palette de couleurs ? C'est-à-dire... Tu as un mur bleu ? Oui, du coup, j'ai deux murs bleus, en fait. Dans la vie, je fais une transition. Tu fais un pont. Un pont. Oui, quelle est ma palette de couleurs ? Ouais. Oui, bleu, c'est pas du tout mes couleurs d'ailleurs, normalement, mais je sais pas, ça m'inspirait. Si j'ai une petite parenthèse, mais j'ai une énorme photo d'une amie artiste, et ça c'est vraiment, qui s'appelle Estelle Anania, et dont j'aime beaucoup le travail. C'est un peu une pièce maîtresse, tu vois, dans le salon. Et ma gamme de couleurs, moi j'aime beaucoup, tu vois ce que tu portes là, c'est totalement ma gamme, donc c'est une espèce de rouille, on peut dire ça, brique, oui, rouille. Ouais. Donc j'aime beaucoup ces gammes d'ocre, de terre, moutarde, tu vois, tout ça, j'adore ces gammes-là. J'adore les marines. Donc je peux être en totale marine, du sac au manteau à tout. Les verts, les kakis. Tu vois, là, c'est ce qui me vient. Ce qui te vient. Est-ce qu'il y a une pièce déco que tu aimerais t'offrir, en plus d'un canapé ? Déjà, tu vois, le canapé. Non, parce que c'est un vrai sujet, t'es d'accord, le Bien canapé. Sûr. Ah ouais. Sinon, je dirais que c'est... là, je rêve de très belles chaises pour ma cuisine. Je n'en peux plus de mes chaises. Je suis limite à mettre un banc pour ne plus les voir, parce que je peux plus les voir. Je les ai eues pendant 15 ans. Je les ai achetées chez Emmaüs, juste à côté d'ici, tu vois. Je me souviens même du prix. Donc, j'en ai... Voilà, là, j'ai saturation. Et je crois que ça apporterait beaucoup dans la cuisine, tu vois, d'avoir de belles chaises. De belles chaises. Ouais. Alors, sur la table basse, il y a des livres. Oui. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Alors, c'est Est-ce que tu lis même en te couchant déjà ? Ah oui. Tous les soirs. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup lire. Parfois, je trouve pas le temps, et je lis beaucoup de choses différentes. Donc, ça va de romans contemporains, romans classiques, à des essais féministes. Je lis beaucoup d'autrices femmes, donc. Voilà, ça c'est des choix qui se font assez naturellement, mais qui sont importants pour moi. Et je lis beaucoup de livres de cuisine aussi. Donc, à mon chevet, j'ai aussi beaucoup de livres de cuisine. Et dans le salon, si tu veux, ça va plutôt être des livres d'art, des livres... je laisse quelques livres de cuisine, mais plutôt des livres qui vont être des livres d'inspiration. Voilà. Et est-ce qu'il y a une héroïne que tu aurais aimé être, qui t'a marqué ? Qui serait comme ça, qui pourrait être dans les livres, tu veux dire que je pourrais... Oui, tu vois, tu t'es dit quand t'étais plus jeune... À laquelle tu t'identifies. T'as lu un livre. Alors, moi, en fait, mais c'est plutôt... Alors, je sais pas si c'est une bonne réponse, mais il y a aucune identification, mais j'étais dingue de Marilyn Monroe, tu vois, quand j'étais ado. Et vraiment, c'était... Et pourquoi ? Parce qu'elle est à milieu de ton univers. Ouais, t'as vu. Elle me fascinait. Et il y a beaucoup d'elle aussi. En gros, j'ai lu beaucoup de choses sur elle. J'ai lu le livre Blonde de Carol Oates, c'est ça, Oates. Joyce Carol Oates. Et en fait, elle était brillante intellectuellement, et on l'a faite passer pour une poupée. Et donc moi, je sais pas, j'avais vraiment une fascination pour à la fois l'enveloppe, ce côté charnel qu'elle avait, mais aussi, je crois, pour tout ce qu'elle pouvait. Elle a quelque chose qui est impalpable et qui vient que d'elle, quoi. Donc voilà, c'est elle que je pense. Elle a un côté fascinant. Elle est fascinante.
Et plus tu creuses, en fait, plus elle est fascinante. Et quand il y a eu en fait des enregistrements de ces séances de psychanalyse, il y a eu un livre là-dessus, et elle était fascinante. Ah ouais, alors c'est quoi ce livre? Alors c'est un livre, je pense, qui s'appelle, j'ai un trou sur le titre, et l'auteur c'est quelque chose comme Je te retrouverai, Michel Schneider. Je sais pas, j'ai un trou, mais c'est fascinant. Il y a un livre là-dessus. Oui. Ah oui, c'est intéressant. Il y a quoi sur tes murs? T'aimes l'art? Oui. Ouais. Alors j'ai beaucoup d'amis photographes, donc du coup j'ai pas mal de photos et j'ai quelques peintures. Plutôt dans le salon ou un peu partout? Oui, je te parlais de la grande photo là dans le salon, et dès que je peux en mettre, mais j'ai pas tant de murs que ça. J'ai des miroirs, tu vois, par exemple dans l'entrée. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre sur les murs, donc il y a pas dans ma chambre par exemple, il y a rien au mur. Ah ouais. Oui. Mais ça s'y prête pas trop. Elle est faite de telle façon que ça je sais pas. Ça... Eh ben alors, je t'emmène dans ta chambre, tiens. Pourquoi ça s'y prête pas? Elle est faite bizarrement. Il y a une partie, notre lit est un peu sous les toits, donc tout est en pente. C'est un peu difficile d'accrocher quoi que ce soit. Et l'autre partie, c'est la partie dressing. J'ai fait un mur rose. Et donc, je sais pas. Oui, t'as un meuble, t'as une fenêtre, oui, tu peux pas... Oui. Ok. Et dans ta chambre, t'es team rideau ou volet? Aucun des deux. Ah. On dort... T'es réveillée avec le soleil? Oui. Ça fait partie des choses que ma femme a gagné sur ce plan-là. Oui, et surtout, mais c'est à la campagne, tu peux te permettre, tu te déshabilles, c'est pas un stress parce qu'il y a personne. Ah non, c'est pas un sujet, oui. Mais c'est vrai que quand je viens à Paris, tout d'un coup, je me dis, oh mince, le vis-à-vis, parce que vraiment, sinon, je fais pas attention. C'est drôle. Il y a quoi sur ta table de nuit, ta table de chevet? Une pile, revues, livres de toutes sortes, ça déborde, ça, voilà. Et régulièrement, je fais un tri, et voilà, et je change les priorités, tu vois, je change l'ordre des piles. Est-ce que t'aimes traîner au lit? Oui, j'aime lire au lit. Le matin, alors le week-end, tu vois. Ouais. Ça, et avec les enfants qui grandissent, ça y est, ça, c'est possible, tu vois, à nouveau, et alors ça, c'est mon plus grand plaisir. Et est-ce que les enfants ont le droit de venir dans le lit? Ah oui, j'adore. Bon, évidemment, pour lire, c'est plus compliqué, mais j'adore ces moments où les enfants viennent nous chamailler, rigoler dans le lit, ouais, le week-end, j'adore. T'as un grand dressing ou pas? Est-ce qu'à la campagne, t'as changé de façon, de t'habiller, tout ça? J'ai changé au quotidien parce que je travaillais dans la mode à Paris, donc autant te dire que j'étais quand même habillée tous les jours de façon assez correcte, quoi, tu vois, soignée. Chose que... T'es modeste, correcte, à mon avis, t'étais super mode. Ah, non, quand on bosse dans la mode, on fait... Un petit peu, mais pas à fond, pas super mode, mais avec ce goût-là quand même, ce sens, tu vois, ce goût pour le style. Et donc, à la campagne, je peux être un peu négligée, mais quand même, je continue à m'habiller différemment. Je dirais que la grosse différence, ça a été le passage au plat au quotidien. J'étais tout le temps en talons à Paris, tout le temps. Donc, voilà, au quotidien, je suis plutôt à plat et en sabot. Ah ouais. Voilà. T'es confort en sabot? Hyper bien en sabot. Je vais pas trop sur le sujet. Je me dis, attends, je suis un podcast déco, j'ai envie de... Déjà, ça, mais on peut faire un podcast entier sur les sabots. Sur les sabots. Ah ouais, t'es confortable. Ça me fascine. Le sabot me fascine. C'est hyper beau, je trouve. C'est hyper looké, mais je sais pas comment vous faites pour marcher avec ça. Ah ouais, c'est drôle. T'as une lanière derrière? Non, allez, rien. Je vais sur le sujet. Rien. Ah ouais. Oui, il faut les bons sabots. Je te donnerai les... Et est-ce que t'es couche-tôt ou couche-tard? On est encore dans ta chambre. Donc tu cuisines tard. Ouais, je voudrais me coucher plus tôt. J'essaye de me coucher plus tôt. J'arrive un petit peu, mais je me couche un peu trop tard. Voilà. Plutôt par hyperactivité, un peu. Alors, on va dans la chambre des enfants. On va imaginer qu'on est dans une chambre d'enfants. Toi, comment tu les as aménagés? Tu t'as imposé ou tu leur donnes voix au chapitre? Alors, ça change selon les âges. Par exemple, mon fils cadet, qui a 9 ans, c'était d'abord la chambre de son grand frère, de mon fils aîné. Et donc, j'avais quand même pris un parti pris de murs colorés. Donc, il y a 2 murs moutarde. C'est moi qui avais mis un peu quelques posters, enfin tu vois, dans des cadres assez jolis. Et là, à 9 ans, il veut maintenant mettre des posters de manga. Il veut s'approprier sa chambre. Il a mis une LED lumineuse. Donc là, en fait, ça y est, c'est l'âge où il faut laisser. Pour moi,
faut laisser cette liberté-là, c'est son espace. Donc là, c'est plus moi qui décide. Et pour la plus petite, tu vois, qui va avoir 4 ans, là, c'est encore moi, mais c'était installé déjà, c'était la chambre de son frère. Et, là, ça n'a pas trop bougé et c'est moi qui décide encore. Heureusement, oui, à 4 ans. On est d'accord. Quoique, oui. Il faudrait que tu la rencontres pour comprendre. Ah oui. Quel genre de petite fille, toi, tu étais ? C'est dur de dire ça de soi-même. J'ai été beaucoup dans mon monde. J'ai été intéressée par la mode très tôt, très jeune. Et donc ça me constituait mon monde. Et donc, c'était beaucoup dans mon univers, beaucoup de dessins. Je dessinais beaucoup. Voilà, beaucoup de la musique. J'ai fait beaucoup de musique aussi, petite. Donc j'étais plutôt quand même, ça dépend des âges aussi, tu vois, mais en tout cas, je pense quand même toujours avec des passions, quoi, des intérêts, une curiosité. J'ai gardé ça, je crois, vraiment cette passion pour plein de choses, quoi. Quel genre d'éducation t'as eu ? Comment t'as grandi ? J'ai grandi avec des parents. J'avais un grand frère. J'ai un grand frère qui est plus âgé, donc 7 ans d'écart quasiment. Du coup, tu vois, un peu seul, assez solitaire finalement, parce que mon frère, cet écart d'âge s'atténue. Après, maintenant, on le ressent plus du tout à nos âges, mais quand on est petit, ça fait une grosse différence. Donc, j'étais beaucoup seule. Je jouais beaucoup seule. Je faisais beaucoup de collections de plein de choses dans des magazines, des petites miniatures de parfums, tu vois, tout ça. Et mes parents étaient assez stricts. Et l'école était très importante. Il fallait encourager vraiment, ils soutenaient beaucoup le parcours scolaire et tout en soutenant aussi le fait qu'on veuille faire, mon frère et moi, des activités artistiques. Tu vois, il n'y avait pas d'interdit de ce côté-là, pas du tout. C'était très soutenu, mais il fallait réussir à l'école et donc c'était un cadre assez sobre. Tu vois, c'était régulier, on mangeait en famille tous les 4, tous les soirs à 19h. Voilà, c'était pas tourné vers le divertissement ou vers, tu vois. Il y a aussi une question génération. Je vois bien, à la différence de mes enfants, on allait très peu au resto, on partait peu en voyage. C'est un mélange à la fois mon père était vétérinaire et ma mère était notamment psy à un moment. Bon. Les moyens étaient corrects, tu vois, mais plutôt, il n'y avait pas besoin de faire 10 000 choses, quoi. Et comment t'as trouvé ta voie ? Comment t'en es arrivée là jusque, tu vois, à ce que tu fais ? Il y a des choses qui se sont faites, qui étaient là quand je te dis que j'étais passionnée de mode. Vraiment à 5-6 ans, je disais que je voulais devenir styliste. Et ce désir-là, je l'ai tenu pour le réaliser quand je suis venue faire mon école de stylisme à Paris plus tard. Et je suis devenue styliste. Et aujourd'hui, je dirais que c'est tous les intérêts, toutes mes passions en fait qui sont réunis, qui s'expriment de différentes façons, que ce soit donc l'ADA, comme tu le disais, la direction artistique, l'image, le fait de vraiment faire la cuisine, de faire moi-même des photos. Ouais, donc l'écriture aussi, et tout ça, ça réunit tout ce que j'aime. Donc ça s'est fait, disons que en tout cas là, dans ma deuxième partie peut-être professionnelle qui sort de la mode, c'est peut-être de réunir tout ce qui m'anime, je dirais. Ouais, mais comment t'as basculé ? C'est en décidant de venir vivre à la campagne ? Ça a été fondateur, ça a été vraiment déclencheur, parce que j'avais quand même une petite saturation de la mode et du milieu de la mode et de ce métier. Donc ça a été une pause. Après, j'y suis quand même revenue en freelance, et surtout. Moi, j'ai pas du tout l'impression, si tu veux, j'ai fait des choses, j'ai réussi à faire des choses comme des livres, mais je trouve que c'est toujours work in progress, quoi. C'est toujours en train de se faire, et c'est probablement ça aussi qui me tient et qui fait que, en fait, c'est toujours avancé, mais ça n'est absolument pas acquis. Et j'ai toujours l'impression d'être débutante un peu. Alors. C'est pas très vendeur, tu vois, mais il y a quelque chose comme ça qui me permet peut-être de me remettre en question tout le temps, de me renouveler, et ça a des aspects positifs et des aspects négatifs, mais tu vois, j'ai pas quelque chose aujourd'hui de complètement
installé, assis, et j'essaye de travailler pour ça, tu vois. Mais en fait, c'est beaucoup de travail, mon parcours, mais qui se fait un peu en sourdine, tu vois, qui est un peu, qui n'est pas forcément apparent. Enfin, je sais pas comment dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais tout tourne autour du style. Tu disais depuis toute petite, tu voulais être styliste. Mais d'où ça te vient, cette notion, tu vois? Eh ben alors ça, écoute... Tes parents, tu vois, t'as grandi dans un univers stylé. Ah, c'est une bonne... Je crois que ma mère, quand même, a toujours eu beaucoup de goût et beaucoup de style. Donc oui, il y a une transmission là. Pas du tout d'ailleurs sur le côté féminin. Donc moi, j'étais très féminine. Elle était pas du tout féminine. Moi, j'étais très attirée par le côté très féminin. Donc elle se demandait un peu d'où ça sortait, parce que ça venait pas d'elle. Elle était plutôt ce côté un peu juste à la Gainsbourg, tu vois, androgyne. Et après, il y avait quand même ce goût des beaux objets, des belles matières. Une maison qui avait été en partie, tu vois, repensée par un architecte. Donc, il y avait quand même un espace qui avait été une extension de la maison qui avait été pensée avec, goût et une approche intellectuelle, tu vois, pas simplement on rajoute une véranda, tu vois, voilà. Et le plaisir de manger? Ah bah alors ça, maman, non mais... que ce soit aussi fort, je sais pas comment je l'ai développé. Mais j'ai toujours adoré manger, ça a toujours été très important. J'ai toujours adoré faire la cuisine. Et tout était fait maison. Il y avait ce goût des produits, d'aller au marché, tu vois, d'acheter des produits frais, de cuisiner des produits frais. C'était normal, en fait. C'était la base. C'est intéressant, parce que parfois on prend le contre-pied, ça c'est toujours sympa de savoir. On va sortir de la chambre, tu leur dis quoi à tes enfants quand tu les couches? Qu'est-ce qui est important? Quelle valeur tu veux leur transmettre? Pour moi, la valeur la plus importante, c'est leur donner confiance en eux. Et je trouve que c'est peut-être la chose la plus difficile alors à avoir dans la vie, tu vois, d'avoir suffisamment confiance sans que ce soit non plus l'écueil. C'est peut-être aussi d'être pédant ou d'être, tu vois, trop sûr de soi, etc. Mais je pense que c'est très important, quoi. C'est vraiment fondamental. Donc, je crois que c'est, évidemment, leur dire que je les aime et les soutenir et voilà. Je sais que les rituels du soir et les rituels notamment de la lecture sont très importants. C'est-à-dire que vraiment, on lit beaucoup d'histoires. Et pour moi, c'est une richesse. En fait, c'est nourrir l'imaginaire aussi. Avec je suis une grande consommatrice de livres pour enfants. J'adore aller dans les librairies jeunesse. Voilà. Pour moi, je trouve que les livres qu'on a eus enfants, tu vois, ils nous ont marqués, ils nous ont construits et ils développent un imaginaire. Donc j'ai envie de le transmettre à mes enfants. On va dans la salle de bain. T'es plutôt bain ou douche? Alors, je suis douche. Mais en hiver, là, je me suis fait une petite phase de bain parce qu'il fait quand même super froid, même dans la maison et tout. Donc, j'ai fait quelques bains pour me réchauffer. Ouais. Tu te dis quoi quand tu te regardes dans le miroir le matin? Je me rends compte que c'est un podcast de psychologie. Tu devrais trouver style psycho. Ouais. Je me dis quoi? Je me regarde pas trop. Je prête pas trop. Si je vois là, j'ai 43 ans et je me dis j'ai cette espèce de veine un peu là qui sort sur sur la cerne. J'ai maintenant un peu les plis des draps le matin que j'avais pas avant, tu vois. Je peux me dire ça, mais bon, voilà. Rien de spécial. Alors, on redescend à ton bureau. Je crois que tu as un bureau atelier. Oui. Ça, c'est canon. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment tu l'as aménagée? Mais comment j'ai réussi à prendre la pièce la plus grande de la maison? Oui. Parce que j'ai besoin de place. C'est un peu le propre de mon métier. Non, parce que ta place, c'est dans la cuisine. Oui, mais quand même... ta place, c'est dans la cuisine. Cette phrase ne doit pas être sortie du contexte. Oui. Non, en fait, j'ai choisi cette pièce parce que comme quand même... j'ai continué à travailler en styliste freelance. On fait notamment, tu vois, des moodboards ou donc des grands panneaux où tu mets les inspirations. J'ai une table où j'ai même une machine à coudre pour faire moi des choses perso, des essais. J'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup de matériel, j'ai de la vaisselle. Voilà, c'est mon atelier bureau et j'ai besoin de cette place. J'adore cet endroit. Ouais. Tu passes beaucoup de temps. Oui. Ouais. Y a ton téléphone. T'as quoi en fond d'écran de ton téléphone? Mes enfants. Classique. Est-ce qu'il y a une application qui te facilite la vie?
Oui, il y en a plein. Là, je me suis lancée sur Trello. Ah, alors qu'est-ce que c'est Trello? Alors c'est parce que on a quand même un peu, on partage cette passion avec ma femme, avec Lital, des tableaux, listes, voilà, on est un peu des dingos de l'organisation comme ça. Et Trello, c'est une sorte de tableau. Tu peux évidemment faire un tableau partagé avec ton conjoint ou ta conjointe. Donc tu listes, tu fais des checklists, hein, tu peux mettre dans un calendrier. Ça te permet de planifier. Enfin voilà, j'ai la passion de quand même de la espèce de planification. Voilà. Et Trello, ça s'écrit comment? Trello. Ok. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces photos que tu prends dans ton téléphone, tu vois? Est-ce que tu les tries? Là, tu me poses une question. Là, ça me fait du mal. Là, on est dans le vrai quotidien. Là, ça... Oui. Parce que j'imagine que tu as tes photos perso. Déjà, elle, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu tries, t'imprimes? Et toutes tes photos de tous les événements que tu organises? Alors ça, j'essaye d'organiser. Je fais des albums et je sais classer. C'est sur un disque dur. Pour tout ce qui est quand même travail, livres, contenu, etc., c'est à peu près à jour. Perso, ça l'est beaucoup moins. Et donc, j'ai à peu près 12 ans de retard sur les albums de famille. Et là, ce que je me suis dit, c'est que je recommence à en faire. J'en ai fait un. J'étais très fière grâce à une petite boîte qui m'a proposé de faire un album qui s'appelle Édition 19. Et alors, en gros, tu fais ta sélection de photos. Ils les font imprimer. Donc, vraiment, t'as des photos imprimées et ils t'envoient l'album qui est très joli en tissu et après tu les mets tu colles les photos à l'intérieur. C'est pas un livre photo, tu vois. Et j'ai adoré faire ça et les enfants adorent parce qu'ils adorent revoir ça. Donc là, ça m'a motivée et je me suis dit bon, comment s'en sortir quand t'as 15 ans d'archives? Ben je me suis dit je fais le truc récent. Donc c'était notre l'été dernier, tu vois, j'ai fait ça. Voilà, mais c'est dur. Sinon, j'ai des albums, mais j'ai l'impression que ça me prendrait une vie de tout trier. Enfin, on a un vrai problème avec ça quand même. Combien tu fais de photos pour une photo publiée? Ah, ça dépend complètement. Parce qu'il y a des photos très spontanées. Tu vois, par exemple, le post que j'ai fait là aujourd'hui, qui est quand je mets ce que j'avais dans ces jours-ci à la maison ou dans mon assiette, ça peut être une photo comme ça, clac, et elle est publiée. C'est autre chose quand je fais du contenu avec donc là où j'utilise mon appareil photo, moins l'iPhone. Le ratio, il est assez efficace, tu vois. Là, je l'ai vu. Je fais peut-être 4 photos pour en garder une ou 2, tu vois. Enfin, oui, t'en fais pas 55. Comme toi, c'est un peu ton métier, tu vois. J'ai l'impression que j'en fais beaucoup, mais au final, c'est quand même assez focus. Ça va. Et quel est ton rapport à Instagram? Tu passes beaucoup de temps. C'est aussi un outil de travail. Ouais. Écoute, j'aime cet outil, clairement. Je le ferais pas si c'était pas un outil dans lequel je prends vraiment du plaisir. J'aime beaucoup ce média. Ce côté visuel me correspond très bien, ce qui fait que j'ai du mal à passer au TikTok, tu vois, aux autres plateformes. Donc, je l'aime beaucoup et c'est ça qui me guide un peu. J'y suis peut-être plus pour moi poster que regarder les autres. Mais je regarde évidemment, mais surtout je regarde assez vite, je regarde pas forcément, ça dépend quel sujet. J'enregistre, tu vois, je fais plein de dossiers, mais je vais pas forcément regarder dans mes dossiers. C'est comme si, tu vois, les idées, elles doivent passer par moi, me traverser, et c'est une façon pour moi pour pas copier texto, pour pas, voilà. Et toi qui est créative, qui cuisine beaucoup, tu fais quoi pour te faire du bien? Tu vois, qu'est-ce qui te détend? Parce que nous, on pourrait justement cuisiner. Mais toi, c'est un peu ton métier. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça en fait partie parce que quand je cuisine, ça c'est tu vois, les moments où je cuisine et où je peux expérimenter, où je peux faire des recherches, en fait, au final, ils se réduisent un peu à peau de chagrin. J'essaye de les préserver et j'essaye, au contraire, là, cette année, j'ai vraiment envie de développer cette partie laboratoire de mon travail. Mais la réalité, c'est que j'ai aussi beaucoup de mails. Enfin, en fait, tout ça, comme tous les boulots, ça accompagne de beaucoup d'intendances, d'organisation, tu vois. Donc, de fait, la cuisine m'apporte toujours cette satisfaction. Clairement, si je peux pas passer 3 jours sans cuisiner, je suis malheureuse, tu vois. Enfin, vraiment, c'est très important pour moi. Mais par ailleurs, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est de dessiner, de lire, de voir des films, d'aller à des concerts et d'être avec mes proches, mes amis, tu vois. Donc, toutes les choses classiques. Mais oui, tu vois, c'est vraiment dans le lien avec l'autre et la culture, quoi, la nourriture intellectuelle.
Alors, on va descendre, dernière pièce, drôle de pièce, on va descendre à la cave. Je sais pas si tu as une cave. Non, allez, si on va dire que tu as une cave. Allez, d'accord. Mais tu n'as pas de cave. Ben si, mais Est-ce que tu as peur de descendre à la cave? Non. Est-ce que tu es quelqu'un, est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? Tu vois, est-ce que tu es quelqu'un qui peut avoir peur? Pas vrai, un petit peu, mais pas vraiment, parce que tu vois, non, je crois pas trop. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves, qu'est-ce que tu trouves qu'il y a forcément des choses, qu'est-ce que tu trouves difficile au quotidien ou dans ton métier? Je trouve que c'est aussi ce que je développe beaucoup justement dans ma newsletter que tu connais, et dans laquelle j'explore aussi toutes les aléas et tout ce chemin de travail en tant qu'indépendante et de ce métier-là, et que donc ça n'est absolument pas une ligne droite, c'est très sinueux, et donc il y a des hauts, il y a des bas, et je trouve que pour rien au monde, je ne reviendrai sur le fait. Enfin, je pourrais pas revenir salariée aujourd'hui dans une boîte. Donc, je savoure l'indépendance, mais elle s'accompagne quand même d'angoisse, notamment sur le plan financier, parce que tu peux avoir des moments très bien et puis des moments où c'est difficile. Et que ça, il faut savoir gérer ça émotionnellement. Et ça peut énormément perturber la vie personnelle, la vie, voilà, c'est des angoisses lourdes, tu vois, qui peuvent être lourdes en tout cas. Ouais, bien sûr. Dans la cave, parfois, il y a du vin. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu prends pour quand tu veux prendre un petit verre? Tu bois du vin, de la bière, ou t'es sans alcool? Alors, je bois peu. Mais j'aime vraiment le vin, beaucoup, plus que les alcools forts, mais j'aime les cocktails, tu vois, d'ailleurs sans alcool ou avec alcool. J'aime beaucoup le vin, alors le vin blanc, et je le bois plutôt exceptionnellement le midi, tu vois, pour un déjeuner du dimanche ou des occasions comme ça, parce que maintenant il m'empêche un peu de dormir, voilà, j'ai constaté ça. Ça c'est l'âge, mais non, je savoure vraiment, mais tu vois, je le savoure, c'est-à-dire que c'est pas dans mon quotidien, et j'ai vraiment ce plaisir du week-end où je bois quelques verres, quoi. Ouais. On a terminé la petite visite. Je vais partir. C'est l'heure des remerciements. Si je devais t'offrir un cadeau qui te fait hyper plaisir, tu vois, c'est un peu Noël. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu sais, à Noël, parfois, tu fais une liste et puis t'as pas du tout les cadeaux que t'aimerais. Et t'as pas du tout. Attends, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, c'est marrant, personne m'offre ça et j'aimerais trop. Zut. Bon, j'en ai parce que j'ai des listes de cadeaux en rêve. J'en ai beaucoup, des listes de cadeaux. Mais genre quoi? Non, par exemple, je dis toujours, et ça c'est vrai, c'est-à-dire que si tu m'offres une très bonne huile d'olive, je suis la plus heureuse. Tu vois, déjà quelque chose à manger qui soit bon, un bon produit, ça, tu peux pas te tromper. Donc voilà. Par exemple, en hiver, un bouquet de fleurs de Paris, par exemple, ça me fait de Paris. Comme j'ai pas de fleurs au jardin. Personne ne pense à m'offrir un bouquet de fleurs, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Et récemment, j'ai pensé à un truc, zut, je l'ai plus. Mais c'était vraiment, quand je te dis récemment, c'était hier, tu vois. Je me suis dit, ça, personne ne pense à me l'offrir. Bon, ça va revenir. Désolée. Je disais tout à l'heure, tu as un univers qui est beau, mais qui est assez simple. Est-ce que tu as quand même un petit snobisme en déco? Quelque chose sur lequel tu lâcherais pas et qui est une petite exigence que tu as, ou un petit snobisme? Je sais que, je sais pas si c'est tu vas me dire si c'est la réponse, mais je supporte pas, par exemple, les bouteilles d'eau minérale en plastique. Si, ça répond, ouais. Voilà. Donc dans la cuisine, enfin tu vois, partout, enfin ça vraiment c'est hors de ma vue. Moi je n'en consomme pas, mais ça me fait mal aux yeux. Enfin c'est un truc vraiment, c'est pour moi ça tâche dans l'harmonie que j'essaye de créer dans la maison, et donc vraiment j'ai du mal, et j'ai même ramené du Maroc, tu sais, quand ils ont des couvre-bouteilles comme ça en raffia. Donc quand parfois il y a des parents qui ont des bébés, donc ils ont tu vois, la panoplie, le lait en poudre, la bouteille et tout, et puis ils posent ça comme ça. Non. Je leur donne un joli petit panier en osier, ils mettent toute leur poudre et tout comme ça, tout est joli dans le panier. Donc tu peux appeler ça du snobisme si tu veux. Non mais je vois, ouais, très excellente réponse. Voilà, c'est parfait. Bon, merci beaucoup Alice d'avoir répondu à toutes mes questions qui étaient parfois un peu personnelles. Merci Hortense, c'était un très très bon moment. Ciao. Salut. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.
Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.